Grand 15, le départ du duc de Beaufort. Le conseil du 25 octobre. La situation des Français est critique. C'est pourtant ce moment que choisit Beaufort pour décider de quitter Gégéry avec l'escadre du chevalier Paul afin d'aller assurer le blocus des côtes. Avant son départ, il réunit un conseil de guerre. Cette réunion décisive va sceller le sort de l'expédition. Il m'a paru nécessaire pour le service du roi, écrit-il le soir même à Colbert, de faire assembler tous les officiers généraux, colonels, intendants, lieutenants généraux de l'artillerie, avec les sieurs de Castellon et de Lessin, pour représenter à tout cela, ensemble, l'état de l'armée des Turcs et la nôtre, leur offrir, s'il y avait quelque chose à entreprendre, de hardi et de glorieux, pour les armes de mon maître. Tel est l'objectif, assez flou, il est vrai, fixé par le duc du Conseil. Pour reconstituer le déroulement de cette réunion, pour savoir ce qui s'y est réellement dit, pour connaître les propositions exactes qui ont été formulées et interpréter les motivations de chacun, nous disposons aujourd'hui de plusieurs documents. Mais ils ne sont pas tous dignes d'une confiance égale. Ils émanent de Beaufort, de Castellon et de Catagne. 2 lettres rédigées le jour même par le duc constituent son témoignage. La première, libre de ton, est adressée à son ami Martel, conseiller de Louis XIV pour les affaires de la marine, à qui il demande d'en faire un résumé à Colbert. L'autre, plus retenue car adressée directement au ministre pour qu'il informe le roi, reprend à peu de choses près les mêmes arguments. La deuxième relation de ce conseil est celle qu'en donne Gadagne dans son mémoire, rédigé plusieurs mois après les événements. Ces témoignages du duc et du général doivent être analysés avec beaucoup de circonspection. L'un et l'autre traduisent la même volonté affichée par leurs auteurs de justifier leur position. Ils reflètent leur rivalité et le mépris que chacun des deux éprouve à l'égard de l'autre. Le texte de Gadagne semble cependant le plus sincère. Soutenu par un style brillant, ses positions frappent par leur clarté, ses arguments par leur conviction. L'instante supplique que Gadagne fait au roi de solliciter les témoignages de Castellon, de Lessin et de tous ceux qui ont assisté au conseil renforce le crédit que l'on peut accorder à ce document. En revanche, les lettres de Beaufort, rédigées, il est vrai, le jour même, dès la fin de la réunion, sont comme à l'accoutumée confuses et leur style est maladroit. La logique en est difficilement perceptible. Les arguments sont souvent contestables quand ils ne sont pas contradictoires. À la différence de Gadagne, le duc, lui, ne préconise pas de faire appel à d'autres témoins du conseil. Bien au contraire, il termine sa longue épître à Colbert en le suppliant qu'il n'y ait que le roi qui voie cette lettre. Cette crainte évidente d'être contredit par les autres officiers réduit considérablement la crédibilité des propos de Beaufort. La troisième relation de ce conseil de guerre est celle faite par Castellon dans le long rapport qu'il a envoyé au roi quelques jours après l'événement. La forme en est correcte, la relation des débats très claire. Lors du conseil, Castellon, porte-parole du roi, a fait connaître les volontés du souverain, puis a activement participé au débat et a servi de messager contre Beaufort et Gadagne. Il s'est ensuite attaché à rédiger un compte-rendu de cette journée, suffisamment fidèle pour que le roi, enfin éclairé avec exactitude sur la situation à Gégéry, puisse prendre les décisions qui s'imposent. Dans la mesure où Castellon n'est nullement responsable des conditions désastreuses où s'est laissé enfermer le corps expéditionnaire, son témoignage est empreint d'une grande impartialité. En dépit de la réserve à laquelle il est tenu de par le rang des protagonistes, son analyse est sans concession. Ces 3 témoignages, complétés par la version historique que Pélisson a plus tard donnée de ce conseil, permettent de se faire une idée assez précise de son déroulement. Une question n'est pas encore de nos jours définitivement tranchée. Le 25 octobre, Beaufort savait-il ou non que les Turcs disposaient déjà de gros canons? Le point est d'importance.
Si l'on en croit Gadagne, le duc aurait le matin même affirmé que s'il avait du secours aux ennemis et du gros canon, il n'y aurait point de parti à prendre que celui de rembarquer les troupes. Or, Beaufort, ce jour-là, s'est comporté comme s'il ignorait l'arrivée des canons turcs, mais Gadagne affirme être pratiquement certain que le duc était parfaitement au courant de leur présence. Cette opinion, soutenue par de nombreux arguments, était alors partagée par d'autres officiers français. Pélisson rapporte en effet que plusieurs ont cru qu'un interprète nommé Durand, qui avait un commerce secret avec les morts et qu'il, Beaufort, ne voulut jamais laisser en Afrique, lui avait déjà appris l'arrivée de quelques pièces de gros canons qu'on leur avait envoyées le jour précédent. Le fait que le duc ait, avant de partir, refusé catégoriquement de laisser cet interprète à Gigery conforte Gadagne dans son opinion que M. de Beaufort avait su par lui que les ennemis avaient reçu du canon et des secours. Dans son rapport, Castellan ne traite pas de la question. Il se contente de faire le compte-rendu du Conseil où l'éventualité de la présence de ces canons n'a étrangement jamais été envisagée. Le duc ouvre la réunion en annonçant sa décision de quitter Gigery. Puis rapporte Castellan. Après un long discours, plein de zèle pour votre majesté, dans lequel il représentait les nécessités du camp, il fit connaître qu'il jugeait à propos d'aller chercher les ennemis dans le leur et de donner un combat général. Beaufort propose d'aller, avant son départ, attaquer le Djebel Ayouf avec 500 hommes. Dans les lettres qu'il a écrites le soir même à Mattarel et à Colbert, il rappelle les deux arguments qu'il a développés pour justifier sa proposition. Le premier est la faiblesse dont il prétend que témoigne l'ennemi. J'ai exposé, écrit-il à Mattarel, que les ennemis étant à la portée du mousquet, très faibles et sans chef, et ne faisant nulle garde, pourraient être facilement taillés en pièces en leur tombant sur les bras 2 heures devant le jour, qui n'étaient pas 2000 hommes, ce qui est vrai, et peu de cavalerie, que de cette façon, les trouvant sans retranchement ni aucune précaution, c'était un coup sûr, notre cavalerie étant venue, de les battre et par là mettre l'Afrique en un grand danger pour ces barbares, puisque c'est là presque toutes les forces d'Alger jointes ensemble, que c'était comme une honte de se laisser tondre la laine sur le dos par si peu de gens, peu aguerris et sans chef, que les grandes affaires comme celle-là, quoiqu'on n'eût pas l'ordre, se pourraient hasarder sans péril. Beaufort, qui, quelques jours plus tôt, prétendait avoir repoussé l'attaque de plus de 12 000 fantassins et de 500 cavaliers, n'estime plus aujourd'hui les forces ennemies qu'à 2000 hommes et 200 chevaux, alors qu'on a assisté le matin même à l'arrivée de quelques 1000 nouveaux mousquetaires turcs. Le duc, conscient toutefois du peu de vraisemblance de son estimation, estime candidement la crédibiliser en ajoutant entre parenthèses « ce qui est vrai ». Quelques lignes plus loin, contredisant ses précédents propos, il proclame que face à lui sont presque toutes les forces d'Alger jointes ensemble, alors que tous les Français et Beaufort lui-même s'accordaient jusqu'alors à reconnaître le courage des ennemis et la qualité de leur armement. Ils ne sont plus aujourd'hui pour le duc que troupes sans chef, sans discipline et mal protégées. Je croyais, écrit-il à Colbert, que n'ayant affaire qu'à 2000 Turcs qui ne font ni guet ni garde, sans général ou officier qui vaille, nulle subordination parmi eux, et à 500 morts, qu'il serait assez à propos, ne les ayant qu'à une lieue de nous, sans être fortifiés, ni retranchés, de leur aller donner un combat qui, immanquablement, ne pouvait que bien réussir, puisqu'ils n'ont que 200 hommes de cavalerie, et que nos 100 chevaux, selon les apparences, en battraient bien 300. Les arguments développés par Beaufort le condamnent. S'il estime ce jour-là pouvoir attaquer l'ennemi avec la certitude de le vaincre, pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt avant l'arrivée des Turcs et la fortification du Djebel Ayouf? Au lieu de la tactique uniquement défensive qui a prévalu après la prise de Gigery, il eût certainement été préférable d'aller s'emparer du Djebel Ayouf et de le fortifier immédiatement après le débarquement.
Les Français n'avaient alors en face d'eux que les Kabyles jugèrent. Alors, sous le coup de leur défaite et des lourdes pertes qu'ils avaient subies, alors qu'eux-mêmes disposaient de plus de 7000 hommes en état de combattre, d'une supériorité de feu écrasante, et que le moral des troupes, conforté par leur récent succès, était au plus haut. Malgré la lassitude, les privations et les atteintes de la maladie, cette attaque du Djebel Ayouf par les Français aurait encore eu de fortes chances de réussir après le combat victorieux du 20 août. Peut-être aura-t-elle été encore possible le 5 octobre, alors que les Kabyles venaient de trahir les Turcs. Mais aujourd'hui, c'est pure folie que d'aller avec 500 fantassins et une centaine de cavaliers attaquer un camp, hors de portée de l'artillerie française, et où plus de 10 000 hommes et de centaines de cavaliers se sont solidement retranchés. Pour défendre sa position, Beaufort développe un deuxième argument. Il faut attaquer maintenant avant que la situation déjà précaire devienne intenable. La nécessité présente d'aller à l'ennemi est grande. Le camp se voyant manquer de bois, de viande pour les officiers, outre la peste en Provence, les maladies de cette armée, l'éloignement des vaisseaux et le peu de satisfaction aux troupes de rester sous leur chef, dont même quelques-uns s'allaient rendre aux ennemis. Laissant les ennemis achever de les retrancher, ils y mettraient du canon et nos redoutes et nos lignes s'en sont tirées. Tunis, Tripoli et toute la Barbarie, prenant part en cette affaire, et tous les marabouts qui sont les papes de ces lieux, la traitant comme une affaire commune de la foi, d'ici à quelque temps, pourrait embarrasser à la fin. Cette description assez pessimiste de la situation contredit les affirmations précédentes, mais elle est plus proche de la réalité. Puis, changeant brusquement d'humeur, comme il en est coutumier, le duc, délaissant ses sombres perspectives, envisage au contraire tous les bénéfices qu'il escompte tirer de l'attaque qu'il propose. En chassant les Turcs de ces lieux, en assommant quelques-uns, le reste se retirerait ou serait obligé à une si grande garde que toute leur armée en périrait. Même s'ils voulaient se poster derrière leur retranchement, notre canon les en ferait déloger. Il n'y a que de l'honneur ou du profit à acquérir en montrant de la vigueur aux ennemis. Les Turcs battus, les morts étaient soumis et avaient l'occasion de se révolter les premiers. En faisant l'attaque de ces postes avancés, je peux me retirer sans péril, ou même m'engager à une plus grande affaire selon l'occasion. Voilà le duc à nouveau submergé par sa quête de gloire et ses rêves de conquête africaine. Le discours de Beaufort s'achève. Il est suivi d'un lent silence. Clairville finit par le rompre. Aussi méprisant pour l'ennemi qu'enclin à plaire au duc, le chevalier approuve sans réserve les propositions de Beaufort. Les autres officiers, en revanche, sont surpris car ils ne s'attendaient pas à une pareille proposition. Ils sont loin de partager la certitude de vaincre affichée par Beaufort. Prenant la parole, Gadane fait remarquer qu'avec un si petit nombre, on ne peut rien entreprendre d'avantageux, qu'on serait infailliblement battu et que ce malheur jetterait tant d'épouvante parmi les troupes qu'on ne s'en pourrait plus servir. Le général ajoute que si l'on doit aller à l'ennemi, il faut y aller avec des forces suffisantes et ne laisser même dans le camp que ce qui serait nécessaire pour le garder. L'intervention de Gadagne alourdit le climat. Le duc, mécontent, se tourne vers Castellan et lui demande son avis. Dans une longue déclaration, ce dernier fait part de son inquiétude et souligne que le projet de Beaufort est contraire aux vœux et aux ordres du roi. Le soir même, dans un rapport qu'il rédige pour le roi, Castellan reprend les termes exacts de sa réponse à Beaufort. Je lui présentai que les choses étaient dans un état à ne pas hasarder un coup de cette importance, qu'il n'y avait que deux raisons qui puissent nous porter à cette extrémité, ou la peur des ennemis, ou celle d'être abandonnés de votre majesté. Que pour la première, nos lignes étaient en assez bon état pour ne pas les craindre, étant bien meilleures que quand on les avait battues, et qu'il ne tenait qu'à nous de les mettre en peu de jours par nos soins en la dernière sûreté. Que pour l'autre, à moins de nous défier de la bonté et de la parole de votre majesté,
nous ne pourrions douter de ses assistances. Qu'outre que nous avions des vivres pour 2 mois, il nous en viendrait bientôt qu'elle avait donné ses ordres pour ne nous laisser manquer de rien, qu'il nous venait un coup considérable de troupes et qu'enfin, mon sentiment n'était pas de hasarder le combat, mais de bien fortifier nos lignes en attendant le secours de votre majesté. Castellan essaie de convaincre le duc du grand risque qu'il court d'être vaincu si l'ennemi fait front et de l'inutilité de l'attaque s'il se retire. Dans ce dernier cas, précise-t-il, nous serions obligés de revenir dans nos lignes, peut-être assez embarrassés de redéfiler devant eux, auxquels, en peu de temps, les morts pourraient se joindre, de sorte que nous perdions des gens inutilement, et qu'aussitôt ils reprendraient leur poste, de manière que nous hasardions toute l'armée et la gloire des armes de votre majesté, pour n'en tirer aucun profit. Beaufort s'entête. Castellan décide alors de mettre par écrit les ordres que le roi lui a demandé de transmettre à Gigery et prie le duc de signer ce document afin, rend-il compte à Louis XIV, que je puisse me justifier auprès de votre majesté. Gadagne et Castellan, après avoir confirmé leur hostilité et la proposition du duc, l'assurent toutefois que, s'il maintient sa décision d'aller à l'ennemi, ils le suivront et feront assurément leur devoir. Le duc prend alors l'avis des autres membres du conseil. Aucun n'approuve le projet de Beaufort. Quelques-uns affirment cependant, comme l'a fait Gadagne, que si l'on doit aller à l'ennemi, il faut y aller avec toutes les forces disponibles. Les officiers généraux, les colonels, sans aucune diversité, raconte Pélisson, tous louant son courage en public, et quelques-uns en secret l'appelant une ostentation inutile, répondent qu'une attaque de 5 ou 600 hommes contre 3 ou 4 000 Turcs et un nombre infini de morts serait apparemment suivie d'un mauvais succès et ne ferait que diminuer les forces et le courage des nôtres, que l'attaque générale pouvait réussir mais n'était pas sans danger, ne s'agissant plus de forces mortes seulement, mais d'un bon corps de troupes réglées de Constantine et d'Alger, sur une hauteur assez élevée où l'on ne pouvait aller qu'à découvert et par des défilés que rien n'obligeait à entreprendre, ce qu'on avait toujours évité pour obéir aux ordres du roi, qui n'était pas de faire des conquêtes en Afrique, mais de s'assurer d'un poste et de s'y fortifier jusqu'à ce qu'on eût reçu en plus grand nombre de troupes avec les ouvriers et les matériaux nécessaires pour la citadelle et pour le port. Désavoué, Beaufort lève le conseil. Il demande à Castellan de le suivre et, seul avec lui, essaie une nouvelle fois de le convaincre. Prudent, Castellan exige du duc que l'Essaim et Clairville viennent comme témoins assister à leur entretien. Pour remporter l'adhésion de ses interlocuteurs, Beaufort propose d'adjoindre aux 500 fantassins qu'il avait prévus à l'origine pour attaquer le camp turc, 1200 soldats de marine qu'il ferait débarquer des vaisseaux. Castellan va consulter Gadagne. Ce dernier raconte « Monsieur de Castellan me vint dire que Monsieur de Beaufort se plaignait de ce que je n'avais pas été de son sentiment et que, puisque je ne voulais pas qu'on allât aux ennemis avec 500 hommes, il y enverrait des troupes des vaisseaux. Je priai Monsieur de Castellan de l'assurer que j'irais avec tel nombre qui lui plairait, quand l'extrémité où nous étions réduits et dans l'impossibilité de conserver le poste que nous occupions, il ne nous restait plus rien d'honnête à faire que de nous déterminer à périr, qu'il importait peu que ce fût ou plus tôt ou plus tard de quelques jours que j'avais parlé dans le conseil en capitaine et que, dans l'occasion, j'irais en soldat, qui n'avait qu'à me donner l'ordre et que j'étais prêt à l'exécuter. Au lieu d'accepter cette offre, M. de Beaufort demanda que je le signasse. M. de Castellan lui remontra qu'on ne pouvait faire vraisemblablement cette proposition et que je ne signerais point un acte de désespoir. Beaufort, complètement isolé, convoque à nouveau son conseil pour lui annoncer qu'il renonce à l'offensive et il charge Gadagne tout haut et publiquement du mal qui en pourrait arriver. Il fixe son départ au surlendemain, puis, en application des ordres du roi, il confie le commandement en chef de l'expédition à Gadagne.
Celui-ci assure alors devant le conseil qu'il ne doute pas qu'avec les troupes que le duc lui laisse, il ne fasse son devoir et qu'il n'exécute tout ce qui pourrait être exécuté par un autre. Cette courte déclaration fera plus tard l'objet d'une affligeante polémique. Les Français devaient-ils aller à l'ennemi le 25 octobre 1664? Si les Français avaient été au courant de l'arrivée des gros canons turcs, une attaque, telle que celle proposée par Gadagne avec l'ensemble des forces, eût été, d'après Pélisson, le meilleur parti à prendre. Car, explique l'historien, on ne sort guère d'un péril que par un autre, et celui d'attaquer tous ensemble les ennemis avec honneur, avant que leur batterie fût en état, était peut-être le moindre que celui de se retirer devant eux avec honte quelques jours plus après. Mais soit que le duc ignora alors lui-même cette circonstance essentielle de l'arrivée des gros canons, soit qu'il la dissimula comme un malheur dont on le pouvait accuser parce qu'il n'avait pas exécuté l'ordre du roi. En croisant la mer avec les vaisseaux, personne ne raisonna sur ce fondement qui changeait pourtant toute la face des choses. Un coup de main audacieux contre le Jebel Ayouf, suivi d'un rapide repli derrière leur ligne, aurait peut-être permis aux Français de détruire les batteries turques en cours d'installation. La possibilité du succès d'une telle entreprise a été plus tard confortée par un certain Legrain, captif français à Alger, qui a raconté à la mission lazariste que le père d'un de ses patrons, qui était canonnier dans le détachement turc de Gégri, lui avait affirmé que la moindre sortie des Français vers l'endroit où étaient les canons aurait été gagnée fort facilement, l'ennemi n'y ayant pour garde que 200 hommes. Mais cette information n'a été confirmée par aucune autre source. Mais le 25 octobre, les membres du Conseil ignorent l'arrivée de ces fameux canons et l'urgence qu'il y a à empêcher leur mise en batterie. Pour eux, attaquer maintenant le Jebel Ayouf avec des forces insuffisantes, sans objectif précis et avec la certitude de ne pouvoir s'y maintenir, serait un acte de pure bravade parfaitement inutile qui conduirait au massacre certain d'un grand nombre de leurs hommes. Ils estimaient préférable de renforcer les lignes et d'attendre les renforts promis par le roi. Compte tenu des informations dont ils disposent, leur position est parfaitement justifiable. Le jugement de Gadagne sur la position de Beaufort. Gadagne porte un jugement intéressant sur la position de Beaufort. Avec une ironie cruelle, il écrira au roi. Il faut que je vous dise, sire, pour la gloire de M. de Beaufort, que son sentiment n'a point été d'aller aux ennemis avec 500 hommes. Je l'estime trop sage pour une entreprise si téméraire, et il est trop bon ménager du sang de vos sujets pour en faire si bon marché à vos ennemis. Il savait bien qu'il eût mené cette poignée de malheureux plutôt au carnage qu'au combat, que ces 500 victimes ne pouvaient se déshonorer, et son nom et sa patrie, et qu'une action si désespérée était plus pardonnable à un chef d'enfants perdu qu'à un général d'armée. Aussi, me suis-je imaginé qu'il avait plutôt paru dans le sentiment d'aller aux ennemis avec 500 hommes pour tâter le cœur de quelqu'un que pour exercer le sien, et que, si tout le monde avait été de son avis, il n'aurait plus été de l'avis de tout le monde. Quoi qu'il en soit, sire, je ne lui ai jamais fait le tort de le croire sincère sur cette proposition. Sévère, il conclut. Il y aurait plus de honte à l'avoir faite qu'à ne l'avoir pas suivie. Gadagne surestime peut-être la subtilité de Beaufort. Le tempérament ardent du duc, son désir permanent de faire quelque chose d'éclatant et d'illustre, cette soif insatiable de popularité et de gloire dont il a toujours fait preuve et qui finiront par le perdre, peuvent très bien expliquer sa volonté d'entreprendre ce jour-là quelque chose de hardi et de glorieux pour les armes du roi, comme il le rappelle dans la lettre qu'il écrit le soir même à Colbert.